Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en audience son homologue nigérian ce dimanche 6 juin 2021 à son domicile privé. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La séance de travail entre deux ministres et leurs collaborateurs s'inscrit dans le cadre de la collaboration bilatérale entre les deux pays. Le ministre délégué des Affaires étrangères du Nigeria, M. Zoubarou Dada, était porteur d'un message du président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Muhammadu Buhari, à son homologue ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire pour délivrer un message du président Muhammadu Buhari du Nigeria à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un message amical et fraternel, mais aussi de solidarité qui est en rapport avec l'intégration sous-régionale. Cela concerne notre organisation commune, la CEDEAO. Le contenu reste bien entendu entre les deux présidents. Je ne suis pas habilité à vous en dire plus. À l'ouverture du Conseil des ministres du mercredi 9 juin 2021, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a fait une déclaration relative au point central du dit Conseil, à savoir la création de 12 nouveaux districts autonomes qui permettront plus à même de porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. La loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale prévoit la création du district autonome. L'objectif de cette loi est de renforcer le maillage territorial de l'administration. Ainsi, le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Par ailleurs, il est chargé de susciter et d'examiner en liaison avec les services techniques des ministères et des organismes publics d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, la réalisation d'études prospectives. Ces études permettront l'établissement d'un schéma directeur et le livre blanc du district autonome pour le développement du district. Et ceux-ci seront donc approuvés et suivis par le gouvernement. Le district autonome exerce ses missions et ses attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. À ce jour, comme vous le savez, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro existent. Toutefois, pour relever les défis d'un développement diversifié et équilibré sur l'ensemble du territoire national et conformément au 3e pilier de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays, à travers une surveillance et une supervision plus accrues. Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Je voudrais préciser que dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit M. le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions
pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important cette année. Dans ce cadre, la répartition des impôts, initialement rétrocédée au district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Ces efforts de rationalisation viendront en complément des marges déjà réalisées avec la réduction de la taille du gouvernement. Dans cette perspective, je voudrais préciser que le personnel du district autonome sera aux 2/3 composé de fonctionnaires mis à sa disposition et un cadre organique des emplois sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Enfin, en plus du suivi régulier de l'action des ministres-gouverneurs par le Premier ministre, je présiderai chaque année une réunion d'évaluation et d'échange avec les ministres-gouverneurs de district. Pour mener à bien cette mission de renforcement de la décentralisation de l'action de l'État, notre choix se portera sur des hautes personnalités et des cadres expérimentés de notre pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun des districts qu'ils dirigeront suite à leur nomination en qualité de ministre-gouverneur. Le Premier ministre et moi-même procéderons aux consultations dans les jours qui viennent et espérons pouvoir nommer le ministre-gouverneur à la fin de ce mois de juin. Vernel Trim-Fitzpatrick, chargé des affaires des États-Unis au Cameroun, a été reçu en audience au ministère des Finances par le ministre Louis-Paul Motazé. Les deux personnalités ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour attirer les investisseurs américains au Cameroun. C'est avec enthousiasme que la diplomate américaine compte apporter son soutien au MINFI pour l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui pour parler avec le ministre sur notre collaboration concernant les projets, par exemple, comment nous pouvons attirer l'attention des investisseurs américains pour venir ici au Cameroun pour investir dans le pays et pour créer les emplois pour les jeunes personnes en particulier. Donc, j'ai parlé un peu avec le ministre sur notre investissement dans l'an qui vient sur le secteur sanitaire. Nous avons les plans pour investir plus de 100 millions de dollars dans le secteur, dans deux projets en particulier. Un projet pour lutter contre le sida, un autre projet pour lutter contre le paludisme. Ça, c'est deux programmes qui continuent ici au Cameroun. Et ça, les deux projets représentent une partie de le grand investissement du gouvernement américain dans le secteur sanitaire pour aider le peuple camerounais. Donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. L'autre sujet de beaucoup d'attention, l'autre sujet qui était le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est les plans pour améliorer le climat d'investissement ici au Cameroun. Donc le ministre a toujours beaucoup d'idées avec moi, beaucoup d'idées pour partager comment nous pouvons faire plus ensemble. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour être ici aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui existent ici au Cameroun. Les États-Unis comptent investir plus de 100 millions de dollars, soit environ 33,6 milliards de francs CFA, dans la lutte contre le sida et le paludisme d'ici 2022. Il faut souligner, comme l'a précisé Vernel Trim-Fitzpatrick, que ces deux programmes représentent une partie de l'investissement du gouvernement américain au Cameroun. Car il faut investir dans divers secteurs afin de créer des emplois pour les jeunes en particulier. Cette visite de la diplomate américaine vient consolider davantage les liens d'amitié et d'entraide qui lient les deux pays.
Le Centre national de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire a recueilli du sang pour recouvrir le besoin national, le besoin annuel actuel étant estimé à 240 000 poches de sang par an. Le Centre national de transfusion sanguine à ce jour ne collecte que 160 000 poches de sang par an. Il reste à mobiliser 80 000 poches de sang pour combler ce déficit. Vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les besoins en sang sont importants, surtout chez la femme et chez l'enfant. L'acte que Monsieur l'ambassadeur pose avec sa communauté est un acte de solidarité, de générosité, mais aussi un acte de participation à un acte de santé. Il n'y a aucune substance qui peut remplacer le sang. Ce sont les communautés qui vivent ensemble, qui dans un geste de solidarité s'entraident pour donner un peu de leur sang. La communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire s'est mobilisée à l'ambassade du Niger à Abidjan à l'initiative de Monsieur l'ambassadeur pour faire des dons de sang. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine exhorte les populations dont l'âge varie entre 18 et 60 ans de faire des dons de sang. Nous avions dit que le don de sang n'était pas seulement un souci pour les Ivoiriens. Il fallait que toute personne qui réside en Côte d'Ivoire soit vraiment impliquée. Et nous avions dit que nous allons contacter les autres communautés. Pour aider l'État de Côte d'Ivoire et le Centre national de transfusion sanguine à atteindre ces objectifs, la communauté nigérienne s'est mobilisée. Le don de sang est une activité fortement sociale et c'est avec plaisir que notre communauté se prête à cette activité. C'est pour cela que nous avons honoré de notre présence ici, pour en tout cas donner notre sang. Donner son sang, c'est une œuvre sociale qui est très importante car elle permet de sauver des vies humaines. La communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire a répondu à cet appel. Vraiment, on invite tous les Nigériens et qu'à venir donner les sang aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ça va, il n'y a rien. Quand il vient enlever, il n'y a pas de problème. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine s'est réjoui de cette mobilisation et souhaite que les autres communautés vivant en Côte d'Ivoire en fassent autant. Après avoir renversé 2 présidents en 9 mois, le colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali, prête serment lors d'une cérémonie d'investiture à Bamako ce lundi 7 juin 2021 à l'âge de 37 ans et officialise ainsi sa mainmise sur le pouvoir. Pour l'occasion, il a abandonné son habituel treillis et porte désormais un nouveau costume, celui de président de la transition malienne. Lors de son allocution, le président de la transition malienne a rassuré qu'il tiendra ses engagements, notamment ceux d'organiser des élections prévues en février 2022 à la fin de la période de transition de 18 mois. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Les pays partenaires du Mali s'inquiètent de l'instabilité politique qui règne dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. 2 coups d'État en moins d'1 an et tout ceci s'ajoute à l'insécurité qui règne dans le nord du Mali avec le conflit armé qui a lieu depuis 2012 à la suite d'une insurrection de groupes salafistes, djihadistes et indépendantistes pro-Azawad. Compte tenu des derniers développements à Bamako, les autorités françaises ont annoncé qu'elles suspendaient jusqu'à nouvel ordre toutes les opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. La France étant engagée militairement dans le nord du Mali avec des soldats de l'opération Barkhane. Il s'est tenu de 11h à 14h un conseil des ministres au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Le conseil des ministres a ratifié le décret portant création de 12 nouveaux districts autonomes. À l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, M. Amadou Koulibaly, a présenté la liste de 12 nouveaux districts autonomes à la presse. Il s'agit du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Comoé, du district autonome du Denguélé, du district autonome du Godjibois, du district autonome des Lacs, du district autonome des Lagunes, du district autonome des Montagnes, du district autonome du Sassandra-Maraoué, du district autonome des Savanes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba
et du district autonome du Zanzan. Sur l'organisation des élections sénatoriales partielles en Côte d'Ivoire. Le premier décret porte convocation du collège électoral pour les élections partielles des sénateurs le 31 juillet 2021 dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougo. Conformément donc à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales sus-indiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Sur la fourniture de l'électricité dans les districts autonomes d'Abidjan et l'ensemble du territoire national. À partir du début du mois de juillet, la fourniture électrique sera continue pour les ménages. Donc à partir de début juillet, nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages. En ce qui concerne donc les industriels, ce sera vers la mi-juillet que la fourniture sera continue. Le décret relatif à l'ouverture de l'université nouvellement construite à San Pedro a été adopté par le Conseil. Le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'université de San Pedro. Créée dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants: les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources halieutiques et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. Au sujet du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, prévu le 17 juin 2021, la nature de l'accueil qui lui sera réservé alimente l'actualité nationale. La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Alors sur cette question, je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés. Monsieur le Président de la République, vous vous en souvenez, au cours d'une adresse qu'il a faite en ouverture de conseil, a clairement exprimé que M. Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée, et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment, tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit ces discussions pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation des émissaires de M. Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent, et quand les conclusions auront été arrêtées, tout le monde sera informé, et de façon officielle. Le ministre de la Réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias, et que tout le monde a découvert dans les médias. Pour notre part, nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé de M. Laurent Gbagbo. Nous nous en tenons
aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion. La deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement camerounais s'est ouverte ce 8 juin 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette seconde session législative a été marquée par l'absence de quelques sénateurs qui ont perdu la vie quelques jours plus tôt, notamment l'honorable Victor Moukete, l'honorable Lalifaka Emilia, l'honorable Marinette Ngo et de l'ancien Premier ministre Achidi Achou, à qui le président du Sénat Marcel Nyat-Difendi a rendu un vibrant hommage dans son adresse d'ouverture de cette autre session ordinaire. Par ailleurs, les sénateurs ont une fois de plus salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers la campagne de vaccination lancée dans tout le pays pour barrer la route à la progression de la maladie. Tout en déplorant la réticence de certains citoyens à la vaccination, le président du Sénat a invité tous les Camerounais à se faire vacciner. Il était également question au cours de cette session ordinaire de juger de l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale. Sur ce volet, le Sénat se réjouit du soutien de la communauté internationale telle que le FMI et d'autres pays amis du Cameroun dans l'impulsion de l'économie en apportant des moyens d'investissement au pays. Toutefois, ils ont sanctionné les actes de fraude et de détournement de deniers publics. Le discours du président a été un discours cible. Et en tant que sénateur, je me reconnais dans ce discours. Mais l'actualité nous pousse quand même à parler de la Covid, de ce qui se passe dans le détournement d'argent du Covid au détriment de nos populations. Le chef de l'État a impulsé une dynamique, a lancé que les populations cotisent pour faire barrage à cette pandémie qui a ruiné l'économie, qui a ruiné le petit commerçant. En tant que sénateur, nous allons appliquer, parce que nous sommes là pour parler de comment est géré notre gouvernement. Donc, nous allons poser des questions aux membres du gouvernement, ceux qui étaient concernés par la gestion du Covid. Nous allons les poser des questions dans cette session. Mais comme nous sommes dans un pays de droit, le pays de droit nous demande, il y a la présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que tel a fait telle chose. Nous allons laisser la justice qui est souveraine. Cette justice-là va tout faire pour prouver qui a fait quoi. C'est très important, la présomption d'innocence. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, il y a des noms qui sortent, mais ce n'est pas mon rôle de dire que tel a fait ceci, c'est à la justice. Et nous faisons confiance à notre justice parce que c'est un problème très grave. La santé des Camerounais est très importante plus que tout ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, l'économie a été paralysée et le développement, il y a eu des morts. Alors si les gens ont le toupet de détourner l'argent au détriment des Camerounais, c'est une faute très très grave. Donc moi je fais confiance à notre justice. Je sais que cette justice va triompher. Le chef d'État a donné les instructions claires qu'on doit identifier les causes de ces détournements. Mais laissons la justice faire son travail. Je suis confiant et sûr que la justice camerounaise est une bonne justice et que les responsabilités seront établies et ceux qui seront responsables de ces détournements vont en rendre compte. En attendant que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Covid, Marcel Nyat-Difendi a invité ses collègues sénateurs à ouvrir le débat d'orientation budgétaire qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de la loi de finances pour l'exercice 2022. La session du mois de juin, c'est une session à laquelle les sénateurs vont examiner l'ordonnance qui a été signée par le chef de l'État récemment pour le ratifier. Et je pense également que nous allons examiner, vous savez, la loi d'orientation. C'est chaque mois de juin que la loi d'orientation est examinée pour le vote du budget de 2022. Voilà les principaux actes. Je pense que le reste des projets de loi vont s'ajouter à ces deux projets fondamentaux. Je pense que ce sera là les véritables projets de loi que nous allons examiner.
Ce mardi 8 juin 2021 à 9h, dans la salle Les Chandeliers du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, s'est tenu le lancement du 11e sommet mondial sur le caoutchouc avec une intervention en vidéoconférence sur écran géant depuis Singapour de M. Pino Zoto Salvatore, secrétaire général de l'IRSG, en présence de plusieurs personnalités politiques, du monde des affaires et des acteurs du secteur mondial du caoutchouc, parmi lesquels M. Ali Touré, président du groupe d'études internationales sur le caoutchouc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, au nom du groupe d'études internationales sur le caoutchouc, exprimer toute notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir bien voulu répondre à l'appel des 36 États membres de cette organisation à la faveur de la 52e Assemblée des Nations de notre organisation qui s'est tenue du 18 au 22 mars 2019 à Singapour, en vue d'abriter cette édition du sommet mondial sur le caoutchouc. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi aussi de rendre hommage à un grand homme d'État, feu le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, paix à son âme, qui, depuis mai 2019, s'était fortement impliqué pour la tenue et la réussite de cette tribune internationale qui consacre l'examen des questions fondamentales pour le secteur du caoutchouc. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, en acceptant de parrainer cette manifestation, vous démontrez la volonté de la Côte d'Ivoire de participer à la durabilité de l'économie des véhicules mondiale. Aussi, permettez-moi de saluer la disponibilité et la parfaite collaboration du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture. Je ne peux pas terminer ces hommages sans remercier mon épouse ici dans cette salle pour son soutien sans faille. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'immense plaisir de souhaiter la cordiale bienvenue à tous les membres au premier sommet mondial virtuel 2021 sur le caoutchouc. Le thème de cette année est inclusivité, durabilité et croissance pour une nouvelle normalité. Ce thème met clairement en exergue l'urgence qu'il y a pour toutes les parties prenantes à s'engager activement afin que les prochaines générations considèrent le caoutchouc comme une filière qui est rentable, socialement équitable et soucieuse de l'environnement. À la suite, la parole est revenue au ministre de tutelle, le ministre d'État, M. Kwasi Kobena Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Avant tout propos, je voudrais vous remercier, Excellence Monsieur le Premier ministre, pour avoir accepté d'honorer de cette présence effective cette cérémonie d'ouverture du premier sommet virtuel sur le caoutchouc placé sous votre haut patronage. Excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais surtout saluer aujourd'hui votre grande disponibilité, votre sens élevé de l'État et de façon particulière votre engagement pour le secteur agricole. Monsieur le Premier ministre, l'agriculture, chacun le sait, a donné beaucoup à l'économie ivoirienne, mais elle peut encore donner davantage à notre pays. Aux côtés de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, vous êtes chargé de traduire en actes sa nouvelle vision pour ce secteur, à savoir la transformation au niveau local de nos principales spéculations agricoles. C'est une étape importante, je dirais même cruciale, une passionnante aventure que votre gouvernement est chargé de conduire et de réussir. Et connaissant vos immenses qualités, nul ne peut douter de cette issue. Encore une fois, merci Excellence, Monsieur le Premier ministre. Moi qui sais le sacrifice énorme que vous avez consenti pour être ici, je ne peux que me réjouir de cette présence qui ajoute un cachet spécial à cette rencontre.
Ce lancement a été hautement rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Achi. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le traditionnel Akwaba, cette salutation chaleureuse et fraternelle qui incarne l'hospitalité et l'ouverture de la Côte d'Ivoire à tous les représentants des pays de l'IRSG. Je salue de la même façon, avec la plus grande cordialité, les représentants de tous les pays membres de l'IRSG qui ont bien voulu être présents à nos côtés grâce aux progrès permis par les technologies numériques pour prendre part au premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Je veux aussi remercier tous nos amis du siège de l'IRSG à Singapour, sans lesquels l'organisation de ce sommet n'aurait pu se tenir dans les mêmes conditions. Mesdames et messieurs, en participant à cette cérémonie, vous montrez votre attachement à la Côte d'Ivoire, vous saluez une décennie d'efforts et de succès destinés à remettre un pays en marche. J'y vois également l'importance cruciale et toute naturelle que vous accordez à ce sommet mondial sur le caoutchouc, grâce essentiellement au cadre majeur et concerté de discussion sur les questions stratégiques de l'économie du caoutchouc, tant naturelle que synthétique. Je déclare ainsi ouvert, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc 2021. Je vous remercie. Ce sommet très bénéfique pour la filière du caoutchouc, marqué par une intervention virtuelle, a vu la présence de plusieurs personnalités politiques, agricoles, de la société civile et les acteurs de la filière du caoutchouc. Après le départ de son Excellence le Premier ministre, dont l'agenda est chargé et au pas de course pour présider le conseil gouvernemental. Les travaux de ce 11e sommet 2021 sur le caoutchouc ont continué dans une ambiance conviviale et à la fin de ce lancement, certains se sont confiés à la caméra de CNN, la télévision autrement. Je suis fier de participer à ce sommet. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des grands en matière de véhiculture dans le monde. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que notre pays accueille ce sommet sur le caoutchouc. Et ce sommet est suivi par plus de 20 pays à travers le monde entier. Je suis producteur. Quand je dis je suis producteur, la première chose que je vois, c'est le prix d'achat aux producteurs. Et je voudrais saluer ici l'intervention de Monsieur le Premier ministre qui a dit des choses assez intéressantes pour l'avenir de l'élevage-agriculture. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'il ne faudrait plus que nous soyons dépendants, totalement dépendants des pneumatiques. Il faut ouvrir d'autres voies d'utilisation pour le caoutchouc, pour que le caoutchouc soit plus demandé. Et quand c'est plus demandé, vous comprenez, madame, que le prix d'achat aux producteurs va se voir impacté. Voilà. Donc nous attendons pour ce forum international que les retombées puissent toucher les producteurs, parce que l'IRSG, c'est un organisme qui regroupe les producteurs et les transformateurs de premier niveau, deuxième niveau et même troisième niveau. C'est un honneur à la Côte d'Ivoire et surtout un honneur au président de la République, car vous savez que par ces temps qui courent, les organisations ne viennent pas dans n'importe quel pays pour organiser des sommets. Avec le contexte que vous savez, le fait que l'IRSG décide d'organiser le sommet en Côte d'Ivoire depuis 2019, c'est la preuve que le pays aspire confiance. Et quand un pays aspire confiance, c'est parce que le leader qui est à la tête de ce pays aspire confiance. Donc nous sommes très heureux et très fiers que les 36 États membres aient porté leur choix sur la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit dans mon discours, j'espère qu'au cours de ce sommet, sans faux fuyant, les problèmes de la production, de la consommation et de la transformation, sans oublier le prix qu'on paye aux producteurs, seront abordés et pourront trouver des solutions idoines. Nous, pays producteurs, nous sommes, comme l'a dit le Premier ministre, préoccupés par les problèmes de transformation et les prix qu'on paye aux producteurs. Donc la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur africain de caoutchouc, le 4e mondial, fera entendre sa voix en ce qui concerne le prix aux producteurs et les problèmes de transformation et comment nous pouvons attirer des investisseurs pour venir transformer en Côte d'Ivoire. Il est à noter que les travaux de ce sommet se poursuivent jusqu'au samedi 12 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Choguel Maïga, nouveau Premier ministre de la transition malienne, vétéran de la politique nationale, issu des rangs du mouvement d'opposition M5, il incarnait l'opposition au président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à sa destitution en août 2020. Ce vendredi 4 juin 2021, son mouvement de coalition, le M5 RFP, célébrait son premier anniversaire. Ce fut l'occasion pour Choguel Maïga de donner les gages aux partenaires du Mali alors qu'il est pressenti comme Premier ministre. Nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Un discours d'apaisement qui tranche avec l'intransigeance dont a fait preuve Choguel Maïga depuis des mois après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. La défection de plusieurs figures du mouvement M5, comme le populaire imam Mahmoud Diko, qui font de Choguel Maïga le porte-voix naturel de la coalition de l'opposition malienne. Face à la junte militaire, le vieux routier de la politique malienne, plusieurs fois ministre et candidat à la présidentielle en 2002 et 2018, continue de faire pression sur les nouveaux maîtres du Mali, comme lorsqu'il rejette en septembre 2020 le plan de transition des militaires tout en ménageant ses interlocuteurs. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour que les incompréhensions ne se transforment jamais en antagonisme qui sera fatal pour notre peuple et pour sa lutte. Une inflexibilité et une habileté politique qui l'ont rendu incontournable aux yeux du président de la transition malienne. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une série d'audiences ce mardi 8 juin 2021 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Les échanges avec le nouveau président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, ont porté sur la situation de l'Union ainsi que sur les questions économiques et sécuritaires de la sous-région. À la fin de leur entretien, le président de la commission de l'UEMOA a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour son soutien et a recueilli ses conseils avisés et ses orientations pour mener à bien sa nouvelle mission. En tant que président de la Côte d'Ivoire, pays leader de la zone UEMOA, mais également en tant qu'ancien président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et président du comité de haut niveau aussi, chargé de la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du développement des pays de l'Union, qu'il a eu à mener avec beaucoup de succès. Il était important pour moi de venir le voir pour recueillir ses conseils, recueillir ses avis par rapport à la mission qui nous attend. Moi-même en tant que président, les autres commissaires qui dirigent les départements au niveau de la commission. On a discuté des questions économiques, bien sûr, où nous avons très rapidement fait le point sur les questions de l'Union, la situation de l'Union. C'était également une occasion pour saluer les performances de la Côte d'Ivoire en matière économique, une économie qui a été performante jusqu'avant la crise et qui a su aussi être résiliente pendant la crise et qui est en train de construire un plan de relance pour sortir de la crise. Et ces échanges aussi, nous en profiterons pour ce que nous sommes en train d'élaborer au niveau de la commission de l'UEMOA pour asseoir les bases d'une bonne sortie post-Covid. Bon, évidemment, nous avons discuté d'autres points, notamment des questions sécuritaires, qui sont une préoccupation pour le président Ouattara, qui sont également une préoccupation pour tous les présidents de l'UEMOA. L'entretien avec le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, M. Mamadou Diaye, en fin de mission est venu faire ses adieux au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et en a profité de l'occasion pour évoquer les chantiers réalisés ainsi que les réformes engagées durant son mandat, notamment au titre de la gouvernance du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine et du marché financier régional. Le séjour était lié à une mission qui a pris fin. Et donc, j'étais venu dire au revoir à son Excellence, mais également lui rendre compte des travaux que nous avons pu réaliser durant ces 4 ans que le mandat a duré. Donc, c'est autour de ces questions que nous avons échangé, et cela à double titre, parce que la Côte d'Ivoire est le pays d'accueil du siège du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, mais également, durant notre mandat, son Excellence, le président Ouattara, a assuré en même temps les de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est
avancées que nous avons pu réaliser durant notre mandat, nous les avons partagées et c'est tout un honneur pour moi de venir échanger avec le président et recueillir ses impressions, mais également ses orientations pour ce qui concerne notre marché et d'une manière générale notre union. Il est à noter que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, a pris part à ces entretiens. Communiqué CMPS numéro 28 du 10 juin 2021. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale invite les familles ayant abandonné les dépouilles de leurs proches à la morgue du centre hospitalier d'Essos de bien vouloir les retirer au plus tard le vendredi 18 juin 2021, faute de quoi elles seront mises à la disposition des autorités municipales pour inhumation. Il s'agit principalement des nouveau-nés. Bébé Ngono, mis à la morgue le 18 août 2016. Bébé Aminatou, le 7 juin 2016. Bébé Amogou, le 9 mai 2016. Bébé Ngono, le 18 avril 2016. Bébé Mendoua, le 2 juillet 2016. Bébé Biloa, le 9 avril 2017. Bébé Bilibi, le 15 juin 2017. Bébé Noah, le 18 juin 2017. Bébé Aboé, le 22 avril 2017, bébé Aïssi, le 30 février 2018, bébé Aloé, le 7 août 2020, bébé Ateba, le 11 février 2020, bébé Belinga, le 10 février 2020, bébé Gameni, le 26 juin 2020, bébé Meufo, le 25 août 2020. Personne adulte, il s'agit de Njechu Guy Vincent, sous couvert de Njumi Sévérin, mis à la morgue le 26 juillet 2020. Numéro de téléphone 677 01 45 68. Fait à Yaoundé le 10 juin 2021, signé le directeur général de la CMPS, Noël Alain Olivier Mokulumvondo, Akame. Le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi a procédé ce 10 juin 2021 à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Un événement qui a connu la présence du ministre des Affaires étrangères de France, Yves Le Drian, du ministre de la Défense ivoirienne et de plusieurs autres personnalités. Située dans les environs de la ville de Jacquesville, cette nouvelle académie de lutte contre le terrorisme, qui s'étend sur une superficie de 10 100 hectares, a des objectifs bien définis. Le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté, avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme, en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. De mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCLCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute d'autres ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Si combattre le terrorisme en Afrique demeure une priorité pour tous les chefs d'État africains, il faut pouvoir compter sur des partenaires stratégiques afin d'atteindre cet objectif commun. De la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et c'est très précisément le sens et la vocation de l'AILCT, dont la création a été annoncée par les présidents Ouattara et les présidents Macron en 2017, et dont les premières
formations ont débuté à Abidjan dès 2019 et qui va pouvoir maintenant fonctionner à plein régime ici à Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, nos partenaires africains peuvent compter sur le soutien de la France, aussi bien en termes financiers que de coopération technique. Plusieurs de nos experts ont déjà rejoint l'Académie. Mais l'Australie, les Pays-Bas, la Norvège ont également déjà répondu présent. Et l'internationalisation de l'Académie va se poursuivre. Face à un contexte fortement marqué par les actes de terrorisme en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région, le Premier ministre Patrick Achi a salué l'initiative de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme avant d'inviter les pays frères à rejoindre cette académie. Nous savons tous à quel point la menace terroriste est une plaie pour ce sous-continent. Cette nouvelle Académie internationale, soyons-en tous immensément fiers, parce que se dessine là le futur de la paix sur le continent. Une élite sous-régionale de femmes et d'hommes à même de prendre le destin sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest en main, forgée dans la communauté des armes, dans la fraternité des bancs d'une institution d'excellence et le creuset de valeurs partagées. Oui, ce ne sont pas seulement des experts que l'Académie formera, ce sont des camarades qui partageront un savoir, un combat, une confiance, un espoir. Ils seront notre fierté, comme ils auraient été celle de notre frère, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a également œuvré pour le lancement de ce projet. Je suis certain qu'il veille d'où il est sur cette cérémonie. Je voudrais également saluer et féliciter ici Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ibrahim Téné Ouattara, qui, en si peu de temps, a permis l'achèvement des travaux que nous inaugurons aujourd'hui. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée de ce nouveau joyau qui aura pour mission de repousser le terrorisme hors des frontières africaines. Les députés du Cameroun se sont réunis ce 8 juin 2021 au Palais des Congrès du Yaoundé dans le cadre de la 2e session ordinaire législative. Cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale Kavaye Yégué Dibril en présence du Premier ministre Joseph Diongouté et d'autres membres du gouvernement. Dans son adresse d'ouverture des travaux, le président de la Chambre basse du Parlement a déploré les situations de tension et de guerre qui se vivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Sans oublier les exactions de la secte islamique Boko Haram dans le Grand Nord. Il a félicité le gouvernement pour le niveau de sécurité renforcé dans la gestion de cette crise et a de ce pas invité les élus locaux à se pencher sur la question des actions à mener pour aider le gouvernement à mettre un terme à toutes ces violences qui se font ressentir dans le pays. Pour les députés, l'ouverture de cette 2e session parlementaire est l'occasion pour tous les parlementaires non seulement de réviser les lois, mais aussi et surtout de travailler main dans la main afin de trouver les voies et moyens pour éradiquer tous les fléaux qui minent la société, notamment la pandémie de Covid-19 et la violence dans les régions anglophones. Son Excellence Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de France, Yves Le Drian, ce 10 juin 2021. Les deux personnalités ont échangé sur les grands chantiers en cours d'exécution en Côte d'Ivoire. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, entend apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Les grands chantiers de coopération franco-ivoirienne, qui sont nombreux, intenses et qui touchent des domaines multiples. Alors il y a eu la visite du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, il y a peu de temps. Il y a quelques jours, mon adjoint, Franck Griester, chargé du commerce extérieur, est venu là aussi. Et puis, aujourd'hui, il y avait un événement particulier qui était l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui a été un grand moment sur un dossier que nous avons porté ensemble, on peut le dire, et qui n'était pas évident au départ. Et je pense que c'est un aboutissement tout à fait exceptionnel et un outil majeur, et j'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette Académie de lutte contre le terrorisme, afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme, et parce que le message essentiel et les sujets que nous avons évoqués étaient essentiellement, au cours de notre entretien, les sujets liés au terrorisme.
Les députés membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale du Cameroun sont descendus ces 3 et 4 juin au Musée national à Yaoundé pour s'imprégner des activités du ministère des Arts et de la Culture et découvrir les 25 pôles artistiques et culturels de ce département ministériel. Une cérémonie présidée par le ministre des Arts et de la Culture Ismaël Bidoumpat en présence de l'honorable Talbot Lalson, présidente de la dite commission. Elle a d'ailleurs félicité le ministre des Arts et de la Culture pour les actions entreprises pour booster les artistes en ce temps de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Une grande satisfaction de voir tout ce qui a été mobilisé pour accueillir les éminents membres de la commission des affaires culturelles et familiales. Et aussi, je remercie Monsieur le ministre des Arts et de la Culture pour toutes les dispositions qu'il a prises pour qu'aujourd'hui, les échanges que nous devons avoir soient des échanges fructueux. Nous sommes à la première journée et nous avons déjà appris beaucoup pour nous permettre d'avoir un plaidoyer conséquent en ce qui concerne l'art et la culture au Cameroun. Vous savez que le président de la République l'a si bien dit, c'est un élément de levier économique et il faudrait que aujourd'hui les parlementaires prennent à bras le corps et fassent un plaidoyer pour que tout se passe dans les normes et que dans l'horizon 2035, qu'il soit émergent. Pour le ministre, il faut des moyens financiers pour lancer les 25 unités génératrices de richesse et de milliers d'emplois pour la jeunesse. Madame la Présidente, honorables députés, c'est de vous remercier une fois de plus au nom de tous mes collaborateurs ici présents pour les mots réconfortants que vous avez donnés et surtout pour les encouragements que vous leur avez adressés pour le travail fait. Et lorsque c'est la représentation nationale qui, ici, émet ces jugements, je peux vous dire qu'ils sont galvanisants. Je voudrais également, Madame la Présidente, vous remercier parce que mon travail, tout au moins les compléments d'information que je dois apporter à cette séance, sont davantage simplifiés puisque vous avez bien voulu accepter depuis hier que des questions que vous posez qui touchent aux aspects des programmes complexes qui sont développés au ministère seront davantage abordés de façon exhaustive entre les députés qui en auront convenance d'accorder des audiences à certains de mes collaborateurs spécialistes ou tout au moins directeurs techniques dans le domaine pour que les échanges soient davantage complets et exhaustifs. Donc je me bornerai à répondre de façon sommaire, conscient que à travers ces séances de travail qui vont continuer, vous allez davantage être édifiés pour que vous continuiez la sollicitation que nous avons évoquée à votre égard, qui est celle de continuer le plaidoyer des financements des programmes du ministère des Arts et de la Culture. Les élus locaux, membres de la Commission des affaires culturelles, sont venus évaluer le niveau d'implémentation des réformes suggérées par le nouveau cadre juridique et institutionnel de la culture au Cameroun. Ils sont venus également apprécier le rôle de la culture dans la consolidation de l'unité nationale afin de constituer un plaidoyer efficace en faveur de la promotion de la culture aux sessions de juin 2021 et de novembre 2022. Chose promise, chose faite. Le nouvel espace marchand de relocalisation des commerçants et techniciens ambulants de l'avenue Kennedy à Yaoundé est fin prêt. Le nouveau messie de la cité capitale Luc Messi à Tangana s'est rendu sur les lieux ce 8 juin en compagnie des représentants des commerçants ambulants de l'avenue Kennedy. Objectif, présenter le nouveau site marchand aux futurs occupants. Un geste qui n'a pas laissé ces derniers indifférents. Trop de problèmes à l'avenue Kennedy, il y a les bandits. En tout cas, on ne peut pas citer. Il y a trop, il y a d'eau, tout ça là. Ça nous menace à l'avenue Kennedy. Mais aujourd'hui, le monsieur le maire nous a pensé, il nous a donné un espace qui est garanti jusqu'à la mort de la personne. On est très content de lui. Oui, Inch'Allah, on va respecter. Le délai 100%, pas de problème. Il nous a quand même sorti dans la route. On est très content de lui. C'est un espace marchand moderne constitué de 4 grands hangars avec comptoirs, des toilettes, lavabos et espaces de prière pour les commerçants musulmans.
Pour le super maire de la ville de Yaoundé, il est question d'offrir à ces commerçants et techniciens de la rue un cadre propice pour effectuer leur activité quotidienne à l'abri des intempéries de toute nature. C'est avec beaucoup d'impatience que ces commerçants comptent libérer l'avenue Kennedy pour s'installer dès le 10 juin prochain dans le nouvel espace marchand à eux offert par la communauté urbaine de Yaoundé. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop.